Vostra. 100% de nos premiers rendez-vous, au début, quand on s'est lancé, on apprenait l'existence de Vinted à nos interlocuteurs. Et d'ailleurs, on avait toujours la phrase choc de début d'entretien qui faisait qu'on avait l'attention. Et on posait la question, est-ce que vous savez à l'instant T combien de produits de votre marque sont vendus sur Vinted ? Il se trouve que personne ne le savait, ou qui donnait des chiffres qui étaient 5, 10, 20 fois en dessous de la réalité. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis aujourd'hui avec Lucie Soulard, qui est la cofondatrice avec Estefania Larrañaga. Tout à fait. Tout à fait. De Place to Swap, qui est la première plateforme de seconde vie intégrée aux marques. C'est une très belle histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui, mais au-delà de l'histoire, c'est surtout un marché qui est dans l'air du temps, sur des tendances de circularité. C'est hyper intéressant parce que tu permets aux marques d'aller écouler en partie potentiellement des produits qui leur sont revenus ou alors des invendus, mais aussi à leurs clients d'aller le vendre. Mais tu le diras beaucoup mieux que moi dans quelques instants. Dans les grandes lignes, c'est un changement de vie puisqu'à 35 ans, tu es parti en MBA sur ce sujet, en tout cas, qui allait devenir ton sujet. Tu as écrit un bouquin. Je te demanderai comment... Oui. Un petit pas de côté, comment est-ce qu'on écrit un bouquin? Tu y as rencontré ta cofondatrice. Vous avez lancé, ça n'a pas été évident. Beaucoup de up and down comme tout projet entrepreneurial. Donc effectivement, je serais ravie de pouvoir un peu m'étendre sur le sujet. Tu nous raconteras. Alors déjà, 2 femmes cofondatrices, c'est hyper rare. Voilà, tu l'as dit, ça fait partie des petites difficultés qu'on a pu rencontrer, notamment au début, parce que 2 femmes dans la tech, vieilles avec des guillemets, parce que 35 ans c'est vieux déjà pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ça n'a pas été facile. Donc aujourd'hui, je peux pas te laisser dire ça. Moi non plus, et c'est pour ça que je me bats tous les jours pour essayer de faire en sorte. Il est jamais trop tard, et surtout c'est pas parce qu'on est 2 femmes qu'on ne peut pas se lancer dans la tech. Alors c'est peut-être plus facile en 2022 qu'en 2015. 2017, 2016, pardon. Oui. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place pour faire en sorte que les choses changent. Après, les chiffres, malgré tout, ne jouent pas vraiment en notre faveur, même si les choses progressent. Donc beaucoup de travail là-dessus. On a des infos sur le nombre de startups tech fondées par des femmes? Alors, il y a cofondé et fondé, ce qui est déjà une grosse différence. Okay. Cofondé, c'est un peu plus de 10%. Fondé par 2 femmes, là, on tombe en dessous de 2%. Donc, c'est là où on tombe vraiment dans une petite partie de la quantité globale. Ça t'a pas échappé que dans les Next 40, il y avait qu'une seule femme qui était cofondatrice, en l'occurrence celle de Vestiaire Collective. Donc, ça tombe bien par rapport au sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Que dans les 120, il y a 5, si je dis pas de bêtises, enfin, c'est peut-être 6, mais en tout cas, c'est vraiment rien du tout. Donc, il y a encore du boulot. Et moi encore, tu me le faisais remarquer quand on en parlait en préparant cet entretien, mais j'ai de la chance, puisque dans le e-commerce, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de femmes que dans la deep tech. Dans la deep tech, voilà. Les SaaS. Absolument. Alors, nous, on n'est pas vraiment deep tech, on est un peu entre les deux. Mais de manière générale, tech, pas tech, e-commerce, pas e-commerce, il y a un sujet de fond sur l'envie des femmes de se lancer. Et donc là-dessus, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Beaucoup d'initiatives, et voilà, on pourra en parler avec plaisir, mais je pense que le rôle modèle notamment, c'est quelque chose qui est très important pour les jeunes filles. Je serais curieux de savoir, mais tu me raconteras comment est-ce que tu l'incarnes. Vous avez lancé aussi assez tôt, on parlera de time to market, et de maturité sur un sujet à la fois sociétal mais aussi business, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà, beaucoup d'apprentissage dans ces premiers 5 ans que tu nous raconteras, et ensuite un pivot qui est en train de se passer. Oui. Imaginez, vous avez acheté,
je sais pas, une belle paire de bottines ou c'est un très bon exemple. Des bottines, prenons cet exemple-là. Bottines de luxe d'une belle marque, puis vous souhaitez les revendre. On pourrait aller dans l'historique de ces achats de cette marque et en un bouton les remettre en vente sur un site de seconde main. C'est ce que vous faites aujourd'hui? C'est ce qu'on fait aujourd'hui, absolument. Donc, nous, en fait, ce qu'on propose, donc, on est la première marketplace qui propose aux marques donc, de réintégrer la seconde vie dans leur modèle économique et donc qui propose soit aux consommateurs de s'échanger leurs produits d'occasion entre eux. Donc là, c'est notre modèle historique, la V1, qui est un peu un Vinted-like, où les consommateurs donc, peuvent s'échanger ces produits. Mais nous, ce qu'on a rajouté, c'est le petit bouton qui change tout. Et donc, la possibilité pour n'importe quel acheteur de revendre en un seul clic, à partir de son historique de commande, le produit qu'il a acheté chez la marque. Donc là, tu lèves énormément de freins. Tu lèves le frein de prendre une photo, de remplir une fiche produit que généralement tu remplis pas très très bien d'ailleurs. Tu garantis comme ça vraiment une maîtrise de l'image pour la marque puisque tu reprends par défaut la fiche produit et catalogue qui a été fournie par la marque. Et surtout, tu mets d'emblée le consommateur dans une démarche de circularité parce que quand il a acheté sa bottine chez la marque en question, par défaut, ça va venir alimenter un vestiaire où il va savoir que très facilement, il va pouvoir revendre son produit. Donc, on est vraiment dans une démarche très vertueuse pour la marque et pour le consommateur où on achète neuf en se disant déjà qu'on va pouvoir le revendre d'occasion. Formidable. Mais pour arriver à cela, il a fallu un petit bout de temps. Tout à fait. Et tu vas nous raconter ça. Écoute, donc je l'ai cité, Estefania Larrañaga, ta cofondatrice. Et puis je voulais remercier aussi Nicolas Simon de La Marque en Moins, qui a permis cette intro, cette mise en relation. Je parlais de lui avec le fondateur d'une boîte qui s'appelle Toncar, qui fait du packaging sur mesure. C'est un épisode passionnant, La Marque en Moins avec Nicolas, puisque le packaging sécurisé, efficace, fin, léger, fait une grosse partie, disons, de sa R&D. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Et puis je remercie aussi Florent Ducot, qui est responsable de qui est le baron noir en fait de 50 Partners, il est responsable de la section Impact. Il m'avait fait un jour une intro, il m'a recommandé un, puis un deuxième, puis un troisième start-up qui m'en ont recommandé d'autres. Et au final, je pense que toutes les start-up de 50 Partners Impact sont ou vont passer dans le panier. Bref, mais que des startups incroyables, donc je ne peux que recommander si vous souhaitez vous faire accompagner d'aller voir 50 Partners. Je recommande également. Comment est le marché en 2000 donc c'est 2015-2016 que tu fais ton MBA, changement de vie, enfin changement en tout cas de direction. De direction, exactement. Après un peu plus de 10 ans passés en marketing, grande conso, industriel, travel retail, besoin d'être un petit peu plus aligné avec mes valeurs, mais surtout, je me rendais compte en étant en marketing que je me faisais un petit peu balader sur les sujets digitaux par les agences que je pouvais rencontrer, chose qui m'a été totalement prouvée par la suite, d'ailleurs. Et donc, je prends ces études en me disant, je veux avoir une nouvelle corde à mon arc, continuer à évoluer dans ces fonctions marketing, mais quand même avec cet outil digital et idéalement donc de pouvoir faire des choses un peu plus alignées avec qui je suis. J'adore le marketing, j'adore la stratégie de marque et comment tu construis une image et une marque très forte, mais quand même le marketing ça reste avant tout continuer à promouvoir et à vendre davantage de produits. Donc voilà, il y avait quand même ce petit paradoxe au fond de moi qui traînait. Et donc, ces études, le MBA, Digital and Marketing Business, au cours de laquelle je rencontre... Tu étais dans le marketing avant, c'est ça? J'étais déjà dans le market. Et tu voulais creuser, approfondir? Je voulais avoir cet outil, encore une fois, digital qui me manquait, parce que je ne l'avais pas du tout. Et je voulais, par la suite, m'orienter vers des sujets qui étaient plus alignés avec qui j'étais. Moi-même, j'avais mon 3e à l'époque, qui était tout petit quand j'ai repris mon MBA. Enfant. Oui, 3e enfant, pardon. Oui. 3e enfant, c'est vrai, j'aurais pu préciser. C'était peut-être une évidence pour certains, mais pas pour d'autres. Non, voilà. J'ai coutume de dire qu'avec 3 enfants, je m'ennuyais, donc j'ai lancé un 4e bébé avec la boîte. Mais voilà, j'avais quand même eu
une prise de conscience avec ses enfants de c'est pas possible d'avoir autant de choses, c'est pas possible d'avoir autant de fringues, c'est pas possible d'avoir autant de jouets. Et je me dis, je peux pas continuer dans cette voie éternellement, de continuer à promouvoir l'achat, la surconsommation, etc. Donc il y avait quand même ce petit truc qui me travaillait. Moi-même, assez tôt, j'ai utilisé tout ce qui était outils collaboratifs. J'étais le premier jour, j'étais sur mon Vélib quand ça a été ouvert. On utilise beaucoup le car sharing aussi avec, partage auto avec mon mari avant même d'avoir des enfants. Donc, ce petit truc qui traînait au fond de moi. Et donc, une rencontre, parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une rencontre, avec cette personne, donc Stéphania, qui est devenue mon associée par la suite, avec laquelle on a eu un vrai coup de cœur, amical et professionnel. On a été amené à travailler sur un cas d'usage au début du MBA, ce qui est très classique. Première semaine d'intégration, et on a vu qu'on fitait hyper bien. Et c'est elle qui, au bout de 2 mois, on se connaissait depuis à peine 2 mois, on s'était jamais vu avant, qui me dit Lucie, j'ai une super idée, il faut que je te la partage. J'ai pas dormi de la nuit. Je fais OK, très bien. Et voilà. Et elle m'évoque ce qui est vraiment les prémices de Place to Swap. Il y a un marché de l'occasion. On avait travaillé sur un sujet d'économie collaborative, donc on avait un peu creusé ces aspects-là. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Ce marché de l'occasion, il échappe complètement aux marques. Il faut qu'on trouve une manière de continuer à faire croître les marques, la proposition de valeur, en réintégrant ces nouveaux usages. Il est comment le marché à ce moment-là ? Il est donc naissant. Le Bon Coin est déjà Le Bon Coin est largement installé. Vinted aussi. Vinted est installé, naissant. Mais les marques, et naissant plus que naissant, ils sont nés en 2011. Là, quand on commence 2016, 2017, il a déjà commencé à prendre une bonne part de marché, mais les marques ne s'en rendent absolument pas compte. Et voilà, j'ai vraiment coutume de dire que nos débuts, c'est pour ça qu'on parle vraiment de bâton de pèlerin et d'évangélisation, c'est que les premiers mois, même les 2 premières années, on a eu un travail énorme pour leur dire, en fait, on était en train de leur dire, vous avez un problème dont vous n'êtes pas encore conscient. Il y a un marché qui arrive, il y a une lame de fond qui arrive, et vous ne vous rendez pas compte. Et donc, c'est aujourd'hui qu'il faut traiter le problème, parce que demain, vous aurez le mur en face de vous. Je fais souvent également le parallèle avec le e-commerce, où il y a quelque chose qui arrivait, qui faisait peur au début, dont on ne voulait pas entendre parler, on faisait un peu la politique de l'autruche, et force est de constater que, de fait, ce marché, il a été progressivement intégré dans la proposition des marques, et aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Et nous, en fait, notre pari, c'est celui-ci depuis 5 ans maintenant, donc aujourd'hui, ça semble beaucoup plus évident, mais je t'assure qu'il y a 5 ans, ce n'était pas le cas. Leur dire, c'est pareil, vous allez avoir un marché de l'occasion qui va naître, enfin qui est en train de naître, mais qui va grossir énormément, et demain, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de l'intégrer à votre proposition de valeur, parce que c'est comme ça que les gens vont consommer. Formidable. Tu te rajoutes de la friction dans ton développement. Enfin, donc tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes 2 femmes, c'est pas courant, mais à la rigueur, c'est une opportunité d'un côté, mine de rien, en termes de communication, en termes d'exposition. Ça a été plus un désavantage qu'un avantage au début, vraiment. Aujourd'hui, peut-être que les choses ont changé, mais à l'époque, ça a vraiment changé. Je veux bien que tu creuses, mais avant ça, je rajoute aussi que lancer une start-up dans un secteur qui est pas mature, où tu as un rôle d'évangélisateur, bâton de pèlerin, pour aller porter un message haut et fort à une industrie qui est vieille comme le monde. Il y avait du boulot, on aime bien. Non, mais ça pose la question du time to market. Tu vois, à quel moment est-ce que tu descends la vague plutôt que tu la montes? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est tout le sujet de l'entrepreneuriat. C'est le time to market, ça fait partie des facteurs clés de succès. Nous, on a certainement été un tout petit peu trop avant-gardiste. Alors, ce qui a aussi un intérêt et un avantage aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment reconnus comme des expertes sur le sujet. Et aussi également par le bouquin dont tu as parlé tout à l'heure et qu'on a écrit pour vraiment promouvoir toute cette vision et la manière dont on voyait que les choses allaient évoluer. Donc ça nous a permis de creuser notre expertise, de la faire connaître et également de prouver aujourd'hui, enfin ça je pense qu'on n'a plus à le prouver à qui que ce soit, mais qu'on n'était pas dans le greenwashing, mais vraiment dans une intuition et une ADN qui était ancrée. C'est-à-dire qu'on a lancé Place to Swap pour accompagner les marques dans leur transformation vers un modèle plus circulaire. On n'a pas stretché ou on n'a pas profité d'une mode pour proposer quelque chose et utiliser un outil qui existait déjà pour le stretcher et être opportuniste. On a lancé la boîte avec cette intention-là depuis le jour 1. Et ça, aujourd'hui, ça se sait, ça se voit et ça transpire dans tout ce qu'on fait et dans le produit qu'on a développé. Je regardais le parcours de Stéphania qui, elle, vient de la mode.
Elle a fait un peu de mode, elle a fait aussi un petit peu de cosmétiques, des grands groupes, effectivement, mode, retail, et beaucoup également de stratégie de marque. Donc, les deux compétences liées. On aime à dire que ce qu'on partage, c'est cet amour des marques et de stratégie marketing. Elle est beaucoup plus dans la stratégie et la finance. C'est vraiment elle la visionnaire dans le duo. Moi, je suis plus là pour exécuter. Je fais un petit peu plus quand même, mais en tout cas promouvoir les idées. Mais on est très complémentaires là-dessus, vraiment. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et c'est pour ça que ça fonctionne encore bien après 5 ans après le lancement. Écoute, on vient de survoler plein de points sur lesquels j'ai envie de creuser. Le bouquin, alors on fait un petit pas de côté parce que c'est pas e-com, mais comment on écrit un bouquin ? Comment on écrit un bouquin ? Alors déjà, l'idée du bouquin, là encore, je dois rendre à César ce qui appartient à César, parce que c'est également Stéphania qui a eu l'idée. On était en MBA, on devait faire une thèse de fin d'études. Et en fait, on s'est dit, plutôt que faire une thèse de fin d'études que personne ne lira, faut se le dire, écrivons un bouquin qui traduit ce qu'on est en train de monter pour pouvoir, encore une fois, promouvoir et expliquer notre démarche, pourquoi est-ce qu'on lance Place to Swap. Donc c'est un bouquin qui s'appelle « Le retail face aux nouveaux modes de consommation, disparaître ». Voilà, s'adapter ou disparaître, qui est encore d'ailleurs en vente chez Duno, et qui reprend un peu l'histoire du retail et qui démontre comment, le next move, justement, c'est l'occasion. On a eu d'abord les produits neufs, ensuite on a eu les soldes, ensuite on a eu les outlets, et what's next ? Une fois qu'on avait écoulé tout ça, on voit bien que le modèle, on arrive au bout d'un modèle. Les soldes qui viennent de passer, qui sont absolument catastrophiques, en sont la preuve flagrante. Donc maintenant. Pourquoi ça ne marche pas, les soldes ? Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça n'a pas marché cette année ? Pourquoi ça n'a pas marché cette année ? Alors, je suis pas spécialiste des soldes, mais ce que je peux dire et ma vision, ma compréhension de ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement détruit la valeur des produits et on a tellement plus l'habitude d'acheter un produit full price. On est à l'inverse habitué à l'acheter tout le temps à moins 20, moins 30, moins 40%, que les soldes, en fait, ça veut plus rien dire. Je crois, et je vais pas dire de bêtises, mais qu'aujourd'hui, sur une année entière, on a à peine 10 semaines de vente full price pour un produit. Donc, on a complètement perdu le sens de la valeur des choses et on est à la course à l'échalote de la plus grande promo et finalement on détruit la valeur intrinsèque des produits. Il y a énormément de marques que je reçois sur le panier qui me disent on fait 0 solde, 0 remise, pas de Black Friday. Tu vois, une politique très stabilité des prix toute l'année parce que sinon tu habitues ou en tout cas tu participes à casser le jeu, quoi. Alors tu dois rencontrer des marques qui sont soit des DNVB assez early, soit des gens qui ont une vraie conscience et qui sont en train de bouger les choses. Mais ce que tu décris, c'est malheureusement pas du tout l'immense majorité. Et en tout cas, je ne peux que me féliciter qu'elles viennent sur ce genre de démarche. Parce que voilà, la finalité, c'est quoi ? La finalité, c'est qu'on a perdu la valeur des choses et qu'on ne sait plus combien coûtent les choses et qu'on trouve ça normal de payer 5 euros un t-shirt sans se poser la question de qui l'a produit et comment on l'a produit. Nous, on est à l'opposé. On veut aussi, c'est aussi quelque chose qui nous pousse et qui est une des origines de Place to Swap, c'est de se dire on redonne la valeur aux choses en disant un produit, il a une valeur dans le temps, c'est pas un produit jetable. Donc, on le vend une première fois, mais il mérite une deuxième vie parce que c'est un produit de qualité. Donc, c'est là où on s'adresse évidemment à des marques qui ont plutôt déjà un certain niveau de gamme. Donc, on est sur du mid-market, on peut pas être sur du mass market avec un produit qui vaut déjà 5 euros à la base. Mais c'est aussi une manière de redonner aux produits la valeur qu'ils ont et d'arrêter de se dire qu'on va s'acheter je vais pas citer de marque, mais on y pense tous, le t-shirt qui va durer 2 lavages et que je vais jeter au bout de 2 fois. Le Shein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'était un de mes invités un podcast récent. Il y a pas mal de marques quand même qui sont sur cette veine. Tant mieux. Mais je reviens sur le bouquin après, mais je pensais à Élémentaire Paris qui produit des produits super pour enfants dans des textile goods et qui dit que ça a un coût, mais le coût c'est le coût du produit. C'est le coût du produit qu'on va porter beaucoup plus longtemps que 2 fois. Et le on demand, je ne peux que encourager toutes les marques qui se lancent avec des productions à la demande. Enfin, c'est tellement plus vertueux pour tout le monde que évidemment on pousse là-dessus. Quoi. Comment on écrit un bouquin ? Comment on écrit un bouquin ? Alors pour revenir à la question. Donc au lieu d'écrire une thèse, mais c'est quoi ? Vous fixez un rythme, 1 page par jour, 10 pages par jour, pardon. Oui, écoute, c'est pas forcément les meilleurs souvenirs, je te cache pas. J'ai eu l'impression de revenir à une période qui s'appelait la prépa où j'étais genre enfermée dans les bibliothèques, y compris le dimanche. Donc voilà, c'était vraiment très contraignant. Après, on écrit un bouquin comme finalement on écrit une thèse, ou quand on écrit une disserte quand on est au lycée. Tu te fais ton plan, tu lances le fur et à mesure. On se
plan, exactement. Okay. On se nourrit énormément et on essaye d'avoir une argumentation et voilà une suite d'idées qui soit la plus logique possible. Mais bon, faire un plan détaillé, on sait a priori faire. Et après, quand il faut vraiment pondre, moi honnêtement, j'ai pas pu faire autrement que m'enfermer dans une bibliothèque. Je te dis, ça m'a rappelé les souvenirs d'étudiants et être concentré 6 heures d'affilée pour pouvoir pondre, quoi. À quoi ça vous a servi ? Ça nous a servi à asseoir notre expertise. Je l'ai déjà mentionné. Quand on écrit un bouquin chez Duno, on te dit, bon, ok, tu es à peu près crédible sur les sujets que tu évoques. Ça nous a permis aussi d'avoir de la visibilité au début, quand on était dans cette phase exploratoire, d'aller rencontrer les marques. Je le redis, on était 2 femmes. Enfin, là, ça aurait marché avec 2 hommes. Hein, le sexe n'avait rien à voir avec ça. Mais quand on est personne, surtout, et qu'on doit aller voir des dirigeants, parce que le sujet de la seconde vie, et ça... peut-être qu'on y reviendra plus tard dans le podcast, mais c'est un sujet qui est tellement impliquant que la décision de se lancer doit vraiment venir de tout en haut. Et donc, quand on est personne et qu'on doit rencontrer des gens tout en haut, il faut trouver des manières un peu smart de se faire entendre, de se faire écouter, d'aller rencontrer les gens. Et donc, ce bouquin qu'on a pu... C'est ton sésame un peu. C'est un peu mon sésame. C'est ce qui permet de faire de la com derrière. Donc la com B2B avec tous les réseaux qu'on connaît, des LinkedIn, des webinars, ou tout simplement des conférences en physique. À l'époque, on pouvait encore en faire. Donc ça nous a donné cette visibilité-là. Et donc on nous a écoutés. Et donc ça a dû certainement servir par la suite quand on a eu notre premier client, qu'on a eu par l'intermédiaire d'un appel à projet. Ça nous a donné cette visibilité-là, clairement. Ok, hyper intéressant. Et donc, bouquin, la difficulté d'être 2 femmes cofondatrices. Et puis ensuite, le time to market. Donc, vous lancez, on est en quelle année sur le premier produit ? Premier lancement fin 2018. Okay. Voilà, donc avec Camaïeu, je les cite à chaque fois parce que c'est vraiment la première marque qu'on a lancée. C'est eux qui nous ont permis de mettre le pied à l'étrier. Donc, on est rentré chez eux par l'intermédiaire d'un appel à projet. Qu'est-ce qui vous a fait gagner cet appel à projet ? Alors, en fait... Appel à projet, c'est un appel d'offres. Hein. C'était un peu différent pour les startups. C'était le thème, c'était Trafic Plus. Il fallait trouver des nouveaux services qui permettaient de créer du trafic en magasin. Sur notre V1, donc c'est vraiment V1.0, bêta, je sais pas comment on va l'appeler. On était sur une version où les produits étaient déposés et récupérés en magasin, chose qui est toujours possible aujourd'hui, mais qu'on a enrichi évidemment d'un envoi entre consommateurs en direct, modèle Vinted. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on est rentré chez Camaïeu, avec un modèle où le consommateur venait déposer son produit en magasin pour créer du trafic et derrière l'achat, le fameux drive to store qui est recherché par tous les retailers aujourd'hui. Donc première marque, premier enseignement, et puis après on a itéré et on a déployé jusqu'à chez 7 marques avec cette V1. Ok, sur quel modèle ? Sur un modèle de revenus qui est un modèle SaaS, donc abonnement mensuel et commission sur volume d'affaires. Qui est toujours le modèle actuel. Qui est toujours le modèle actuel, à peu de choses près. Donc, on a un coût de setup au départ, au démarrage, qui dépend du niveau de personnalisation souhaité par la marque. Mais ensuite, le modèle, effectivement, n'a pas changé. 2018, donc il est encore un peu tôt. Tu l'as dit, il faut que la décision vienne de tout en haut. Donc, il est important d'avoir l'appui, disons l'aval, le tampon de la direction. Vinted, Le Bon Coin et toutes ces plateformes Vestiaire Collective et les autres sont déjà installées, existent. Pourquoi tu penses que le time to market, vous êtes arrivé un peu trop tôt ? Pardon, je vais reposer la question. Est-ce que tu penses que vous êtes arrivé trop tôt ? Alors, peut-être un petit peu trop tôt. Ouais. Encore une fois, je le redis, on apprenait aux marques qu'elles avaient un problème qu'elles connaissaient pas. 100% de nos premiers rendez-vous, au début, quand on s'est lancé, on apprenait l'existence de Vinted à nos interlocuteurs. Et en fait, on commençait la... Mais non. Mais si. 2018 2016, 2017, 2017, on apprenait l'existence de Vinted à nos interlocuteurs, je te garantis. Et d'ailleurs, on avait toujours la phrase choc de début d'entretien qui faisait qu'on avait l'attention. Et on posait la question, est-ce que vous savez à l'instant T combien de produits de votre marque sont vendus sur Vinted ? Il se trouve que personne ne le savait, ou qui donnait des chiffres qui étaient 5, 10, 20 fois en dessous de la réalité. Donc une fois qu'on a posé ce problème, on a l'écoute de l'auditoire. Donc, c'était toujours l'objectif d'avoir réussi à avoir un entretien, le premier entretien, la première réunion, parce qu'une fois qu'on avait dit ça, on nous écoutait et on disait « Ah, ok, j'ai peut-être un problème, effectivement. » Donc, le pourquoi
pourquoi un tout petit peu tôt? C'est qu'il n'y avait pas une pandémie qui était passée par là et qu'on n'avait pas, le rouleau compresseur qu'on voyait arriver n'avait pas encore été identifié. Le jour où Vinted est rentré dans le top 10 des marques de e-commerce, je crois que c'était justement 2019, là, les gens commençaient à se dire « Ah, ok, en fait, j'ai un sujet. Aux dernières nouvelles, il est 2e maintenant. » En termes de trafic et voilà, de volume, je sais pas, mais en tout cas de trafic. Donc voilà, à l'époque, on a commencé, il devait être certainement que 20e ou 25e. Et quand il a été 10e, on nous a écouté avec beaucoup plus d'intérêt. Vous avez été visionnaire, hein, ce qui est bien, mais qui prend beaucoup d'efforts quand on est une start-up jeune. Financé à ce stade? Alors du coup, on n'était pas du tout financé, hein, on était en self. Voilà, on finançait avec notre chômage. Merci la France pour ça quand même, il faut le dire. Premier business angel Premier business angel de France, l'État, absolument. Donc voilà, on avait négocié nos départs, donc on avait un peu de temps devant nous. Après, on a enchaîné avec une levée de Friends and Family, hein, donc pour pouvoir faire notre V1, qui a permis de déployer chez Camaïeu. Et ensuite, on est rentré dans un engrenage un peu plus vertueux jusqu'à une levée business angel toute fin, je suis perdue dans les dates, tout début 2020. D'accord. Et 50? Alors 50, donc on est rentré chez eux 50 Partners, pardon. 50 Partners Impact, donc c'est l'accélérateur qui nous accompagne et donc que tu citais en début de podcast. On les a rencontrés fin 2019, donc on est rentré chez eux fin 2019. Le modèle de 50, c'est du coup ils prennent une participation en échange d'un accompagnement vraiment long terme, hein. C'est en moyenne 5 à 7 ans et donc avec tout l'intérêt que ça porte de rencontrer des entrepreneurs, donc les 50 Partners, de rencontrer également tout leur écosystème de Friends. En gros, j'aime à dire le panier. Bah voilà, t'en deviens, maintenant t'en fais partie, ça c'est clair. Mais voilà, le principe, je caricature à peine, c'est j'ai un problème, ils vont trouver quelqu'un qui va t'aider à trouver la solution. Super. La première plateforme Camaïeu que vous faites sur l'appel à projet Trafic Plus, oui. C'est ça? Vous aviez déjà une plateforme développée ou c'était des slides? On avait la plateforme développée grâce du coup à l'argent des Friends and Family. Des Friends and Family. Absolument. Okay. Il a fallu combien de temps? Comment vous avez fait ce développement? On a mis... Parce que vous êtes toutes les deux de non-tech. Non-tech, ouais. Du coup, on a évidemment externalisé. On n'avait pas de CTO dans l'équipe. Donc, on a trouvé une agence là aussi qui a été un très bon... une très belle trouvaille. Tu vois, elle te balade pas toutes. Elle me balade pas toutes, absolument. Non. Mais c'était pas le sujet e-commerce qui m'avait baladé. Moi, c'était le sujet SEO. On m'avait un peu bullshité dans mon précédent job. Du coup, une agence de e-commerce à Lyon. Alors, j'aime la citer parce que, pareil, elle fait partie des early pour nous. Il s'agit de Novaway à Lyon. Mon associée est lyonnaise. Et du coup, on a été accompagnés par eux au début. Et donc, ils nous ont aidés à développer chez Camaïeu, également chez Galerie, chez qui on avait fait un POC. Et donc, on avait un produit qui tournait au moment où on est rentré chez 50 Partners et où après on a pu accélérer avec d'autres marques. Novaway, qui est rentré dans un groupe. Qui vient de rentrer dans un groupe, absolument. La fratrie. Mais n'hésitez surtout pas à appeler Causa Vostra. Causa Vostra, on n'est pas dans un groupe, on est indépendant, libre et heureux de l'être. On a des super devs. Très bien. Comment tu passes de 1 à 7 clients et quels sont tes apprentissages sur cette phase-là? Alors, les apprentissages... Parce que pardon, je spoil l'apprentissage final, c'est qu'il faut pivoter. Donc, l'apprentissage final, oui. L'apprentissage final, c'est qu'il faut pivoter pour plusieurs raisons. Donc, on était, je le redis, le modèle initial, c'était Vinted-like, donc plateforme marketplace C2C intégrée en marque blanche sur le site de e-commerce des marques. Donc ça, c'est ce qu'on a développé. On a développé aussi un modèle à partir d'une techno proche chez VP avec un modèle retour entre consommateurs. Donc là, le parcours était le suivant. Plutôt que retourner mon produit à VP à mes frais, je vais le mettre sur une plateforme deuxième chance sur lequel un autre consommateur va pouvoir acquérir le produit. Mais sans contrôle qualité, emballage. Sans contrôle qualité, puisque alors dans le cas de VP, on est sur un produit neuf, puisque c'est un produit vendu par VP qui est lui-même un invendu. Ouais. Et sur le modèle historique, effectivement, occasion, sans contrôle de qualité intermédiaire. Et c'est l'un, justement, des apprentissages. Je posais la question de l'apprentissage et qui fait qu'on a pivoté sur la V2. On s'est rendu compte de deux choses avec les différentes itérations. Le premier, c'est effectivement la maîtrise de l'image.
je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sur Vinted, c'est quand même pas le top. Sur Un Bon Coin, c'est pas forcément terrible non plus en termes d'expérience utilisateur, parce qu'on a des produits qui sont mal pris en photo et que c'est quand même pas très quali. Donc, dès qu'on s'adresse à des marques un petit peu plus haut de gamme, ça peut poser problème d'avoir des photos qui sont prises n'importe comment et qui, du coup, valorisent pas l'image du produit. Donc ça, c'est le premier apprentissage. Je n'ai jamais reçu Vinted, mais je serais très heureux d'aborder ces sujets, droit de réponse en tout cas, mais d'aborder ces sujets et votre développement sur le panier. Donc, oui. Et moi aussi, mais je sais, on a discuté désormais avec suffisamment de marques pour savoir que c'était quelque chose qui les freinait, cette maîtrise-là, et les produits pris n'importe comment ou vendus à un prix tellement dérisoire que ça dégrade vraiment l'image de la marque. Deuxième apprentissage, pour qu'une marketplace fonctionne, il faut qu'il y ait suffisamment de volume sur la marketplace, d'offres, pour qu'il y ait quelque chose de vertueux qui se mette en place. Quand on cherche un produit d'occasion, on cherche un produit d'une taille, d'une couleur. On n'est pas sur une démarche de produit neuf où il y a une profondeur de gamme sur tel ou tel item. Donc c'est d'autant plus important pour maximiser les chances de transaction que l'offre soit large, puisqu'on cherche un seul produit, d'une seule taille, d'une seule couleur. Et donc, encore une fois, c'était le deuxième apprentissage. En prenant uniquement des produits qui venaient de chez le consommateur, on n'avait pas cette profondeur de gamme suffisante. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte que la seconde vie, c'était pas uniquement les produits d'occasion vendus par les consommateurs, mais c'était également ce qu'on peut appeler des stocks gris chez les marques, chez les retailers. C'est des retours entrepôts qui donc ont été manipulés une fois, mais qu'on peut pas revendre en tant que tel sur un site de première main. Ça peut être des produits d'exposition, ça peut être des produits de shooting, ça peut être aussi des retours magasins. Donc tous ces produits qui peuvent chiffrer très 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 rapidement, notamment dans la mode, où il y a une profondeur d'offre, de taille qui est vraiment importante, c'est des sujets, c'est des volumes dont les marques ne savent pas quoi faire aujourd'hui. Parce que je le redis, on peut pas le revendre en tant que produit neuf. On peut pas le revendre à VP parce que le produit a déjà été manipulé. Donc, qu'est-ce que je fais de tous ces produits ? Et donc, c'est le deuxième élément du pivot, alors qui est pas vraiment tant un pivot on va dire un élargissement, un élargissement de la proposition de valeur. On s'est dit, en fait, la seconde vie, c'est également ces produits-là. Et donc, sur notre plateforme désormais, sur la V2, on a la possibilité à la fois de vendre ces produits en tant que consommateur, mais la marque peut également réinjecter tous ces stocks gris pour pouvoir les vendre au sein d'une plateforme unifiée. Et donc, le consommateur final aura le choix, finalement, entre un produit revendu par un autre consommateur et un produit vendu par sa marque. Ok, tu es allé très très vite sur ce pivot. Quelles sont les marques que vous avez accompagnées dans la première version ? Alors, il y a eu des marques de e-commerce, des marques de mode, des marques, j'ai cité, VP, etc. Donc, aujourd'hui, par rapport à ce pivot et par rapport à la proposition de valeur, nous, on se détache désormais de tout ce qui est e-commerçant. À proprement parler, on se dirige plus vers des marques qui ont une maîtrise intégrée de leur distribution. Parce que l'un des autres gros atouts, tu parlais du pivot et sur lequel je suis passée rapidement, mais un autre gros changement de notre V2, c'est que on va garantir cette fameuse maîtrise de l'image dont je te parlais tout à l'heure et qu'on a parlé en tout début d'enregistrement. C'est-à-dire que en tant que consommateur, je vais pouvoir revendre en un seul clic mon produit à partir de l'historique de commande. Donc, j'achète ma bottine, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Ma bottine fait partie de mon historique d'achat en tant que consommateur. Je le remets en ligne en un seul clic, donc j'ai une belle fiche produit, donc j'ai une description de la fiche qui est nickel. Et donc cette valeur ajoutée, elle prend tout son sens pour des marques, parce qu'elles ont la maîtrise de leur catalogue. Parce qu'on a accès du coup à tout leur PIM ou toute leur base de données de produits. C'est beaucoup moins applicable chez un e-commerçant qui lui-même n'est que distributeur. Ouais, le produit ne fait que passer par lui et il n'a pas accès à ça. Et la reprise en main du marché de l'occasion, elle passe d'abord, et je reprends l'exemple des soldes et des outlets et tout ce qui s'est passé, elle se passe au sein de la marque. Donc désormais, et ça fait partie vraiment de notre pivot, on l'appelle comme on veut, on cible vraiment des marques qui veulent avoir la maîtrise de leur image et ça leur permet même, dans certains cas, de reprendre contact avec des consommateurs qu'elles ne connaissent pas parce que le produit a été vendu par un tiers et a été vendu par un distributeur. Mais dans ce cas-là, tu n'as pas cette espèce de vestiaire sur ta marque.
Tu l'as quand tu es une marque, justement. Tu l'as quand tu as la maîtrise de ta distribution, ce que tu n'as pas quand tu es chez un distributeur. Oui, c'est ça. Quand oui, ouais. Donc pour aller dans ton sens... Tu dis pour qu'elle reprenne contact avec un consommateur qui serait passé par un distributeur ou un autre canal, ça leur permet d'embaser quelqu'un qu'elle n'avait pas avant. Voilà, Okay. Exactement. Sur un produit qu'elles ont dans leur PMO, dans leur Product Management PMS, Product Management System ou bref. Et ok, compris. Tu t'affranchis quand même d'une partie du marché, du coup. Pourquoi j'aurais le réflexe d'aller sur le site de Petit Bateau pour revendre le fameux Zimper La combi pilote pour l'enfant, parce que en fait c'est exactement comme le e-commerce. Je reprends toujours l'exemple, quand on veut un produit d'une marque avec une taille en particulier, on va d'abord chez Petit Bateau avant d'aller sur une marketplace. Donc c'est logique en tant que consommateur, en tant que fan de la marque, d'aller chercher le produit qui te plaît en avant, d'abord chez la marque, avec en plus une garantie d'expérience et de maîtrise de l'image que tu n'as pas sur une marketplace. Je reprends aussi un autre exemple qui est celui de l'automobile. Ça fait des décennies qu'on va chez un concessionnaire pour acheter un produit d'occasion de la marque. Et on préfère toujours l'acheter chez la marque, chez BM ou chez Mercedes d'occasion, que de l'acheter à un revendeur ou de l'acheter en PAP. C'est exactement le même raisonnement d'un point de vue consommateur. Et le dernier point, et ça c'est d'autant plus vrai qu'on a développé, je le redis, ce one-click button. À partir du moment où j'ai acheté mon produit chez la marque et que donc par défaut il apparaît dans mon vestiaire, je deviens n'importe quel acheteur de neuf devient un revendeur potentiel d'occasion. Donc l'offre, elle est intrinsèque à la marque. Est-ce qu'elles le poussent, les marques ? Alors c'est tout ce qu'on s'applique à faire et à défendre. C'est qu'aujourd'hui on leur dit il faut aller à l'étape d'après en termes d'intégration de l'offre à votre proposition de valeur. Nous, notre pari depuis le premier jour, c'est de se dire que demain, l'offre d'occasion sera mise au même niveau que l'offre de neuf, comme c'est déjà le cas chez certains e-commerçants qui disent le produit neuf, le même d'occasion. Nous, c'est exactement la même chose qu'on dit. C'est que demain, chez n'importe quelle marque, tu auras l'offre qui sera poussée au même niveau. Et pour aller plus loin, et ça fait partie également des fonctionnalités qu'on a développées avec notre V2, de pouvoir poser des widgets sur les fiches produits, sur ces fiches produits, et quand ce produit est out of stock, de pouvoir pousser l'équivalent sur la plateforme de seconde vie. C'est hyper intéressant. On est d'accord que c'est de la marque blanche chez la marque en SaaS. Oui. Donc je crée mon vestiaire. Je reprends l'exemple de Petit Bateau. Je ne sais pas si c'est un client présent ou futur, mais admettons, ou pas. Mais en tout cas, j'ai mon vestiaire chez Petit Bateau, de mes achats Petit Bateau. Est-ce que j'ai un vestiaire ou est-ce que c'est dans les plans d'avoir un vestiaire plus général chez Place to Swap, par exemple, qui reprend tous les éléments, tu vois, avec un espèce de single sign-on, qui reprend tous les éléments que je peux avoir dans différentes marques. Écoute, là, tu es déjà, effectivement, quelques années après dans l'idée qu'on a stratégique. Aujourd'hui, on est vraiment en marque blanche intégrée marque par marque. Pour qu'il y ait une méta marketplace, là, ce que tu décris, finalement, c'est ni plus ni moins que ça. Il faut déjà avoir suffisamment de marques pour que le volume soit justifie de le mettre en place. Mais à terme, évidemment... ça serait l'idée. Parce qu'en fait, même dans le terme d'ailleurs de vestiaire collectif, tu retrouves ça, mais j'imagine que d'avoir en version digitale ma garde-robe, et ça peut aller beaucoup plus loin, parce que j'imagine que déco, aménagement peuvent en faire partie, ça peut être hyper intéressant. Et du coup, alors je prends énormément... Tu voulais rebondir ? Je prends énormément d'avance parce que je m'étais noté ça pour plus tard, mais c'est très Web3 comme approche, tu vois. Comment est-ce qu'on peut blockchainiser, suivre le cycle de vie d'un produit parce que tu parles de circularité d'une première revente, il y en a potentiellement une deuxième, une troisième. C'est évidemment là aussi le next move, en tout cas la suite logique de ce qu'on est en train de mettre en place. On discute avec des acteurs de la blockchain pour pouvoir certifier les produits, pour pouvoir les tracer dans le temps. Aujourd'hui, il y a malheureusement très peu de produits qui sont déjà labellisés, donc on ne peut pas dès maintenant mettre en place ce suivi de tracking, mais on sait que ça sera beaucoup plus simple, enfin en tout cas plus facile, et qu'il y en a de plus en plus qui se mettent sur le sujet. Et donc, ça va faciliter derrière la remise en ligne et justifier des opérations comme les nôtres, parce qu'on pourra tracer beaucoup plus facilement le produit tout le long de son parcours.
Je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure et que j'ai abordé d'ailleurs dans un excellent catch-up avec Lisa Nakam de Jonac, la DGA avec son frère Marcel de Jonac. Le stock gris, oui. Tu peux me réexpliquer ce que c'est et les proportions que ça peut avoir dans certaines marques? Alors, les stocks gris, c'est comme ça que nous on les appelle en tout cas, ça peut varier d'un retailer à l'autre. Ce sont tous ces produits qui sont ni neufs ni d'occasion, qui dorment la plupart du temps dans un entrepôt, qui sont des retours consommateurs de produits qui ont été manipulés. Donc, quand on est sur de la fringue pure, on peut dans la plupart du temps remettre les produits en ligne, mais quoique ça dépend des produits dont on parle, sur des choses type la chaussure ou de l'ameublement, de la petite déco, ça peut être plus compliqué parce qu'il y a eu manipulation, il y a eu un transport, etc., etc. Ces stocks gris aujourd'hui, j'ai discuté. Qu'est-ce qu'elles en font les marques, ouais. Eh ben, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, dans les sujets notamment avec la loi AGEC, la loi pour l'économie circulaire qui a été mise en place et l'interdiction pour les marques de détruire leurs invendus, ça devient plus que jamais un sujet qui est traité du coup de plein fouet et qui fait partie de l'agenda de toutes les grosses boîtes d'un point de vue RSE. Et donc, nous, avec notre solution, on leur propose justement de remettre en ligne ces stocks gris. Tu me posais la question des quantités. Je discutais avec une marque de prêt-à-porter cette semaine qui me disait que c'était 50 000 pièces qu'elle avait. 50 000 pièces, c'est juste gigantesque, qu'elle avait sur le dos et qu'elle ne pouvait pas revendre. À l'instant T. Alors, je pense en réalité que le chiffre comportait les stocks aussi des deux ou trois dernières années. Mais c'est quand même 50 000 pièces, c'est une belle marque. Donc, le manque à gagner est absolument gigantesque. Et c'est des produits dont ils ne savent pas quoi faire aujourd'hui. Alors, ça finit. Il y a toujours des. Juste un ordre de grandeur de prix moyen de la marque en question, c'était 100 € environ. Ouais, donc tu as 5 millions ou 50 millions? Non, 5 millions. 5 millions qui sont là. Donc, ces produits, comme ils ne peuvent plus les détruire, aujourd'hui, il y a des déstockeurs qui leur achètent ça, mais une bouchée de pain, qui livrent 5%, je crois, du prix de revient et qui seront vendus sur des marchés ou des choses comme ça. Mais donc, c'est vraiment de la destruction de valeur, de marge. Enfin, ils ne gagnent rien ou ils perdent de l'argent en passant par ces déstockeurs. Alors que ce sont des produits qui, pour la plupart. Grand public, premium, luxe, mid-market. Ouais. Et ça finit sur des marchés? Bah évidemment, les fins de stock. Je sais pas, je pensais que ça finissait chez des. Alors il y a des déstockeurs intermédiaires, il y a les magasins physiques que tu peux voir où les fins de stock des produits qui ont 2, 3, 4 ans, mais c'est des produits donc un parcours normal, c'est donc déjà les soldes. Ensuite c'est un premier vente privée. Parfois un deuxième vente privée, donc tout ça à chaque fois avec 6 mois de retard, enfin de décalage par rapport à la collection. Donc quand vente privée n'a même pas réussi à tout écouler, on renvoie les stocks chez la marque. Il y a donc des produits qui datent d'il y a 2 ans, dont ça ne sait pas quoi faire. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et donc c'est là où interviennent les déstockeurs, les gens qui achètent en masse à des prix absolument dérisoires, où c'est presque du don à la fin. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres de stock gris et qui constitue vraiment une marge conséquente, enfin en tout cas qui grève de manière conséquente leur PNL. Pour une marque upscale, premium ou luxe, je me demande dans quelle mesure mettre un accro à ton image en allant vendre. Enfin, tu vois, peut te coûter 5 millions d'images, c'est immatériel, mais... Oui, c'est tous les sujets. Après, le 50 000, il ne s'applique pas à toutes les marques non plus et qui maîtrisent un peu mieux leur production. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, quand on parlait du bilan des soldes, si au moins il peut y avoir des choses positives à tout ça, et notamment le fait qu'on arrête de produire autant et de penser qu'en produisant plus, on va vendre plus, ce qui est donc complètement faux, la preuve sur les marques, on aura déjà avancé. Ouais, le mot-clé, c'est circularité, quoi. Le mot-clé, c'est circularité. C'est de se dire, également, on a mentionné redonner un peu la valeur aux choses. En réalité, on achète peut-être un produit un petit peu plus cher, mais c'est parce qu'il a une valeur et derrière, il mérite de durer plus longtemps. C'est l'anti-fast fashion, l'anti-mode jetable, où mon produit, je le mets 2 fois et je le jette. Et voilà, on valorise un usage qui est de toute façon extrêmement répandu. L'usage, il est encore multiplié par 2 avec la pandémie. Enfin, c'est la manière de consommer aujourd'hui des jeunes. Il y a des jeunes de 16 ans, généralement plutôt des filles, il faut le dire dans la mode, mais qui aujourd'hui ne s'habillent que exclusivement avec des produits d'occasion. C'est quand même pas anodin. Dans la mode, dans le luxe, c'est entre 10 et 15% de croissance tous les ans. C'est des millénials. C'est vraiment des chiffres qui sont vertigineux et dont aujourd'hui même les marques de luxe s'emparent parce qu'elles voient bien qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'elles peuvent pas passer à côté. Explique-moi le modèle.
Le modèle en détail. Donc, en détail. c'est du SaaS. Je suis une marque, je vais voir Place to Swap pour créer mon univers revente, on va dire. Oui. Raconte-moi comment ça marche. Alors, comment ça marche ? En pratique, comme on est sur vraiment un produit full SaaS, ça veut dire qu'il y a l'intégralité du parcours qui existe déjà. J'insiste lourdement là-dessus, c'est-à-dire qu'on achète quelque chose prêt à l'emploi. Et donc, qui dit prêt à l'emploi dit un minimum d'intégration côté marque. Et ça veut dire qu'en un mois, on l'a testé là avec donc le premier client, je le cite, qu'on lance dans les jours qui viennent, qui est Home Maison. Qui est normalement sorti le jour où vous écoutez cet épisode, il y a à peu près une semaine. Il y a à peu près une semaine. Donc allez faire un tour et vous comprendrez. Voilà, exactement. Home Maison. Home Maison. Donc c'est de la déco-ameublement pour la maison, comme son nom l'indique. Donc on peut s'intégrer, s'interfacer en un mois. Grâce à notre système donc d'API, de widget qui vient se plugger sur le site de e-commerce des marques. La seule chose qu'on a à faire, c'est de venir poser le widget / API qui va venir permettre de récupérer les fiches dans l'historique de commande. C'est le gros travail et le seul travail côté marque, c'est de faire ce rapprochement entre l'historique de commande et la remise en ligne du produit d'occasion. Pour le reste, donc le styling, le front, c'est fait extrêmement rapidement. On s'occupe de tout avec les infos évidemment que nous a donné la marque pour respecter leur image de marque. Mais donc c'est un interfaçage, je le redis, qui est extrêmement rapide et qui permet donc en un mois de mettre en place cette plateforme qui permet à la fois aux consommateurs de s'échanger leurs produits entre eux et à la marque de venir aspirer ses propres produits pour pouvoir les remettre en ligne. Donc un mois de setup pour la partie front, oui. Et back. Oui, et back. Voilà. Le sur-mesure, j'imagine que c'est pas du plug and play. Chaque marque a ses propres particularités pour accéder à l'historique de commande. Alors, le un mois dont je te parlais, c'est vraiment un mois dont le one click. La seule chose, qui est pas tant c'est pas vraiment sur mesure, puisque nous on a une API qui aspire. C'est eux, ils doivent travailler de leur côté pour faire en sorte que ce qu'ils nous envoient corresponde à notre API. Donc c'est le seul sur mesure, si je puis dire, mais c'est même pas du sur mesure puisque c'est une API qui s'adapte à tous les sites, à tous les CMS. On travaille sur Shopify, sur Magento, ou comme c'est le cas de notre client dont je parlais tout à l'heure, Home Maison, qui a un site en propre, on a développé une API qui permet en custom, tu veux dire? En custom, from scratch, sans CMS. Sans plateforme, ok. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se met en place très rapidement. Et en fait, au moment du setup, donc nous, on a un parcours complet. Donc, on a l'envoi avec nos prestataires de livraison. On a notre prestataire de paiement intégré. Et au moment du setup, on choisit avec la marque quels sont les prestataires qu'elle souhaite utiliser. Quels sont... Mais il y a des produits qui partent de chez elle. Il y a des produits qui donc passent... le stock gris le stock gris, tout à fait. En l'occurrence, entre autres, okay, qui part de chez elle. Donc là, elle a déjà potentiellement des prestataires e-com. Absolument. Sur la partie B2C, sur la partie B2C, on se plug ni plus ni moins qu'un process existant chez elle. C'est pour ça que c'est simple. Sur la partie C2C, on a embarqué d'emblée, donc on travaille avec un agrégateur de livraison qui s'appelle Boxtal, qui propose 15 prestataires de livraison. Et donc, au moment où on fait le setup, on dit lesquels est-ce que vous souhaitez activer pour la plateforme. Généralement, on choisit Mondial Relais et on choisit Colissimo. En revanche, dès qu'on est sur des choses un peu plus encombrantes, on peut choisir des prestataires qui permettent de faire des envois un peu plus massifs. Mais tout ça, c'est intégré. Et c'est ça la force de notre plateforme. Et c'est ça la puissance du SaaS. C'est qu'on est hébergé chez nous et la seule chose qu'on a à faire, c'est mettre une couche de front styling. Et c'est pour ça qu'on peut déployer aussi rapidement. Ok, donc la solution est déployée de votre côté sur la partie front et back, comme tu l'as dit. Il y a un lien qui doit se faire avec le PMO et la gestion des ordres pour retrouver l'historique. Eux, ils ont de leur côté à intégrer le MBD, le bouton, le one-click. Oui. Le shipping, la logistique, quand ça part de la marque, il n'y a rien à changer. Rien à changer. Et sur le site aussi, donc le customer to customer, le client to client, l'acheteur. Ouais, l'acheteur à l'acheteur. L'acheteur au vendeur, mais bref, le particulier, c'est lui qui le gère comme ça se fait déjà sur d'autres plateformes. L'acheteur paye les frais de livraison comme il le fait sur Vinted. Okay. Il choisit, donc généralement c'est via Mondial Relais, son point de livraison et le vendeur dépose son produit en Mondial Relais.
La transac se fait de votre côté, du coup. La transac est alors opérée, on travaille avec un prestataire de paiement qui s'appelle Stripe et qui permet donc de consigner l'argent le temps que la transaction soit opérée. Si on travaille avec Stripe, c'est notamment parce que ce sont les seuls aujourd'hui à être capables d'opérer à la fois la transaction C2C et la transaction B2C. Puisqu'il y a une transaction B2C dans le cas où c'est la marque qui revend son produit. Donc, tout le paiement est fait chez nous, effectivement, mais à aucun moment l'argent transite par chez nous puisqu'on a un système de wallet qui opéré par Stripe, le terme m'échappe, mais qui garde l'argent, qui consigne l'argent, le temps que la transaction... Qui fait de l'escroc en anglais, comme tu dis, du tiers de confiance. Quoi, tiers de confiance, voilà. Enfin, oui, c'est ça, c'est un wallet électronique qui consigne l'argent le temps que la transaction soit opérée. Mais l'argent, du coup, on l'a jamais chez nous, chez Place2Swap. Ok. Et vous prenez une commission sur le volume d'affaires, absolument. Ça, c'est sur la partie tech. Sur la partie market, il faut que la marque annonce à tous ses clients passés, en tout cas, ou qui peuvent potentiellement revendre. Quel est l'accompagnement? Comment se fait la mise en place? Quelles sont les bonnes pratiques que tu recommandes? Alors, les bonnes pratiques, c'est des pratiques habituelles de web marketing, mais c'est évidemment d'annoncer à l'ensemble de sa base de données que demain, en un seul clic, elle va, à partir de son historique de commande, pouvoir revendre ses produits en ligne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion de profondeur d'offre, elle est quand même très importante. Donc, c'est important au moment du lancement qu'il y ait déjà un certain nombre de produits déjà en vente sur la plateforme. Sinon, c'est extrêmement déceptif. Donc, c'est là où il y a un travail à faire pour pousser au début et peut-être permettre pendant une semaine la remise en vente avant d'ouvrir à l'achat. Donc là, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Mais donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher le vendeur, de lui dire, en fait, tu le sais pas, mais tu as plein de produits que tu peux revendre en un seul clic pour pouvoir alimenter la base. Donc là, on peut réfléchir aussi à des systèmes de concours ou d'incentives. Les 100 premiers qui peuvent avoir un bon d'achat, un point de fidélité, etc. Donc voilà ce qu'on leur recommande de faire, plus les communications habituelles via réseaux sociaux. Si ce sont des marques qui ont des influenceurs, ils ont évidemment un boulevard là-dessus pour pouvoir promouvoir la remise en vente de leurs produits. Donc après, on arrive vraiment dans un process côté marque classique d'animation de site et d'animation de la communauté. Pourquoi est-ce qu'elle ne le ferait pas, de rajouter de la circularité? Quelles peuvent être les frictions? C'est la question que je te pose en fait. Pourquoi est-ce qu'elle ne prendrait pas quand tu essaies de vendre ta solution, quel genre de réponse tu as Alors, celle qu'on avait évidemment dans 100% des cas, c'était la notion de cannibalisation, qui était la même objection quand les marques se sont lancées et ont voulu faire des outlets sur leur site, par exemple. Et voilà, et maintenant elles comprennent qu'en fait, c'est plus une option, parce que si ce ne sont pas elles qui opèrent ce marché, ce sont des tiers qui le font pour elles. Et que donc, au passage, elles perdent leurs consommateurs, leur data, la maîtrise de l'image et accessoirement les flux financiers. Parce que je le redis, quand on voit les volumes qui transitent aujourd'hui sur un Vinted ou un vestiaire collectif, c'est autant d'argent que les marques ne voient pas. Donc, certes, il y aura peut-être un petit peu de cannibalisation, mais la croissance du marché de l'occasion est tellement plus rapide que la croissance, ou en l'occurrence la décroissance du marché du neuf, qu'au final, on y gagne largement. Sans parler, et je le mentionnais tout à l'heure, que ça devient vraiment un outil CRM très puissant de réanimation de la communauté ou d'intégration de consommateurs dont on ne connaissait même pas l'existence parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'avait vendu. Ok, hyper intéressant. Formidable, on est le 25 février, c'est ça, quand cet épisode sort, la première plateforme est sortie pour Home Maison, c'est ça. Il y a des clients qui reviennent parmi les 7 premiers? Alors, il y a des clients avec qui on reprend la discussion. On a surtout des nouveaux clients qui sont très intéressés par la nouvelle proposition de valeur. Donc, des marques de mode, des marques aussi multi-marques de mode. Mais voilà, donc c'est notre cœur de cible, je le redis. Et aujourd'hui, voilà, le léger shift qu'on a fait, c'est qu'on s'adresse moins à des e-commerçants et plus à des marques. Moins des e-commerçants et plus à des marques, compris. C'est passionnant. On a répondu à toutes les questions que je me posais. C'est un beau développement et je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Je reviens un tout petit peu sur un sujet qu'on a abordé au tout début de cet épisode, mais peut-être que tu peux nous donner des conseils pour les femmes, pour les femmes entrepreneurs, tes apprentissages. Tu te lances sur un métier qui est un peu tech. Effectivement, il y a de la transaction. Ce n'est pas ta formation, ce n'est pas ton MBA. Tu as dû être accompagné.
Et en plus, vous étiez deux femmes très early sur un marché. Est-ce que tu as des apprentissages Alors, ouais, mon apprentissage, et après, on nous l'avait dit, hein, on ne peut pas dire qu'on ne nous l'a pas dit, mais c'est ne vous lancez pas sans un CTO. Voilà, donc nous, on le savait, mais en même temps, on n'avait pas le premier copec pour payer qui que ce soit et nous rejoindre dans l'aventure. Donc, un CTO, parce qu'il y a des écueils qu'on aurait évités, clairement. Ça nous aurait permis... En fait, on a une vision qui est vraiment très claire depuis le jour 1. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tech et que transformer une vision en produit tech, bah, c'est un métier. Donc aujourd'hui, on sait beaucoup mieux le faire et c'est pour ça que la V2, on l'a construite de manière beaucoup plus efficace, robuste, scalable et qu'on sait parfaitement là où on va. Mais pour la V1, c'était beaucoup moins le cas. C'était pas nos compétences clés. Et du coup, avoir un CTO dès le début nous aurait clairement aidé à éviter des écueils. Donc ça, c'est un conseil, c'est femme ou pas femme, encore une fois, hein, c'est un conseil générique et qui est frappé du bon sens. Mais sauf que quand tu te lances, encore une fois, c'est pas qu'on n'a pas voulu, mais c'est qu'on l'a pas trouvé. Hein. Quelqu'un qui voulait se lancer sur un projet from scratch et sans avoir ni le premier client, ni le premier produit. Donc voilà, ça c'est un conseil générique et encore une fois, qui est quand même assez logique. Après, sur la partie femmes, je sais pas si je peux donner des conseils. Je peux faire des retours d'expérience de ce que j'ai vécu. Rex, ouais. Mon Rex, moi je donne toujours la même phrase, mais j'aime à la donner, comme ça va finir par rentrer. C'est quand on a fait notre première levée, donc on a fait une levée après Friends and Family, c'était pas une levée là, c'était vraiment les amis, mais donc Business Angel plus, on a vraiment galéré. Même ça a été un moment où on s'est dit on va jamais y arriver, donc on va pas pouvoir continuer. On a rencontré des dizaines de Business Angel ou de fonds ou de clubs de Business Angel qui, dans 95% des cas, étaient constitués de mâles blancs de plus de 50 ans et qui, du coup, avaient beaucoup de mal à se projeter sur deux femmes, entre guillemets, vieilles, qui étaient pas issues. Quelle horreur. Mais c'est un truc que j'ai découvert. Que ça soit compliqué de lever en étant femme, je m'en doutais. Qu'en revanche, il y ait autant de jeunisme sur ce type de choses, alors que je pensais que c'était au contraire une force d'avoir de l'expérience et d'avoir commencé à avoir un réseau, une expertise. On n'est pas né de la dernière pluie et on se laisse pas marcher, ou ni compter fleurette sur ces sujets-là. C'est un truc qu'on a pris en pleine tronche, hein, clairement. Et donc, la phrase choc qu'on m'a donnée, et pendant une levée, c'est « Qu'est-ce qui fait votre mari ?» Et en fait, on avait travaillé depuis 2 ans, on était là, on avait nos premiers clients, on avait déjà nos 2 premiers clients, on avait un BP, on avait travaillé. Et je rêve du jour, et je le ferai maintenant, et maintenant j'aurai plus les guts pour le faire, je dis, et vous, qu'est-ce qu'a fait votre femme ? Pourquoi vous me posez cette question ? Quel est le rapport avec ce que je suis en train de vous dire ? On a des clients, on a la première traction, on a nos premiers revenus. En quoi cette question, que fait votre mari, va pouvoir intervenir dans le fait de mettre des sous chez nous ? Et pour la petite histoire, ils ont finalement pas mis ces gens-là. C'était un club de Business Angel, mais ceux-là, voilà, ils se reconnaîtront peut-être. J'aimerais bien qu'ils entendent ce podcast d'ailleurs. 5 mecs. Tu veux pas les citer ? Non, je veux pas les citer. C'est pas l'UG. On n'est pas dans le name ou je sais plus comment on appelle ça, le shaming, voilà. 60 bien tapés, des potes d'école qui avaient bien réussi, mais qui n'étaient pas entrepreneurs. Et ça aussi, c'est un truc. J'ai bien vu la différence entre des gens qui ont réussi dans des entreprises qui ont bien gagné leur vie, mais qui n'ont pas gagné non plus des millions, et un entrepreneur qui sait ce que c'est de mettre les mains dans le cambouis et ce que ça veut dire, quoi. Non, mais ça me fait halluciner que tu me racontes ça. Moi, j'ai vécu à New York 2004-2009. Je bossais chez Air France. Je faisais des achats d'informatique et de systèmes d'information. J'ai créé 2 boîtes en parallèle. J'ai fait pas mal d'erreurs d'ailleurs, mais la deuxième commençait à marcher. Je me suis dit, il est temps de passer. Je faisais ça en parallèle de mon boulot et j'avais envie d'entreprendre depuis un bout de temps. Donc il était temps de passer à temps plein. Donc je reviens en France. Ma compagne, à l'époque, Elina, elle vivait à Paris. Je faisais la navette. Bossant chez Air France, c'était simple. Mais en 2008-2009, je commence à faire le tour de quelques fonds de Business Angels, enfin groupes de Business Angels parisiens. Et très souvent, je me retrouve face à des médecins, avocats, dentistes, j'en sais rien, comptables, qui ont un peu de sous de côté, qui mettent des tickets de 5-10 000 euros. Et c'est les pires, finalement. Oh là là, mais le niveau de maturité. Et je leur en veux pas. Ils étaient contents d'aider. Enfin, tu vois, c'était une démarche noble de leur part. C'était une démarche nécessaire de la mienne. Mais... ouais, tu partais de loin. Mais ce que tu me dis là, et il y avait un groupe d'ailleurs qui était top, qui s'appelait Femmes Business Angels.
Je sais pas si elles existent encore Si, d'ailleurs. elles existent encore. Elles existent encore, donc, qui étaient vraiment top et qui nous avaient donné beaucoup de conseils. Elles n'avaient pas investi. Je dis nous, mais j'étais seul. Elles n'avaient pas investi. Mais bref, on était, tu vois, entre 2000 et 2010, il y avait encore. C'est la préhistoire. Ce que tu me dis là, du coup, c'est C'était en 2020. 2018, 2020. 2020, ouais, 2020. Bah là, c'est la levée qu'on a bouclée début 2020. Donc ça, c'était 2020. J'ai eu aussi, en fait, vous êtes une agence de com. Alors qu'on parle d'une techno et que voilà, Ouais. en fait, vous êtes une agence de com. Bah, en fait, non. Comme on avait écrit le bouquin, ça aussi, ça a été à double tranchant. C'est-à-dire qu'on a eu l'expertise, mais on a été vus comme des académiciennes et pas des business girls. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc bon, évidemment, le qu'est-ce qui fait votre mari, c'est le plus... enfin bon, bref, je passe. J'ai eu des phrases dont vraiment je mets ma main à couper, on n'aurait jamais posé à des hommes. On l'a dit, bon, et au fait, qu'est-ce qu'elle fait, votre copine? Bah en fait, qu'est-ce qu'il fait, toi, ton pote? Non mais voilà, des choses condescendant. Bon, bref, donc j'en passe. Je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses, je le sais. Donc je ne peux que me réjouir de l'existence désormais de collectifs type Sista, auquel j'ai adhéré le jour 1, clairement, pour avoir été concernée de plein fouet par ces sujets-là. Donc les histoires. Il y a des rôles modèles maintenant dans l'écosystème ça commence, français. Mais encore une fois, les Next 40, il y a une femme cofondatrice. Sophie, c'est ça Sophie, voilà. Sophie Arsan de Exactement. Vestar Collective, mais je pense à Céline Lazorte, à Roxane Varza, Tatiana et... Ouais. Voilà. Mais pas suffisamment. Mais pas suffisamment. 120, et la preuve, il y en a 5. Ouais. La 120, il y en a 5 de nana. Donc le sujet, après, il faut remonter à la source, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes qui entreprennent, donc forcément, il y en a moins qui vont aller demander des fonds, et dans les peu qui vont demander des fonds, elles vont pas être financées. Donc il y a plein d'axes. Il y a un axe aussi côté investisseurs, et il y a des fonds qui s'engagent là-dessus. Et moi, j'en connais, que vraiment, j'ai envie de citer un fonds comme Utopia, où ils sont vraiment dans une mixité parfaite et avec une volonté de changer ça, parce que moi, le problème qu'on avait, c'est pourquoi est-ce qu'on nous prêtait pas? C'est parce que on avait en face de nous, encore une fois, que des hommes blancs de plus de 50 ans. Désormais, donc les choses changent doucement, mais elles changent. Il y a plus de femmes investisseurs. Donc il y a une largeur de vue, sans doute, qui est en train de s'instaurer. Parce que quand je galérais et que vraiment on n'en pouvait plus, en fait, je pense que c'est mon mari qui a résumé le sujet. Il dit, en fait, on prête aux gens qui nous ressemblent. Et c'est ça le problème. On prête aux gens qui nous ressemblent. Et tant qu'on n'a que des hommes de plus de 50 ans, soit ils prêtent à des gens qui leur ressemblent, soit, et là je vais être un petit peu rentre dedans exprès, aux personnes qu'on aurait fantasmé être, donc le petit jeune de moins de 30 ans, qu'on a été ou qu'on n'a pas été, et donc on prête à cette personne-là. On prête pas à une vieille, entre guillemets, de 35 ans, qui est sur de l'économie circulaire. C'est un truc de nana, ça. Voilà. Bon, pourvu que ça change. On va pas finir là-dessus parce que. Non. Et en plus, je suis positive. Il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a vraiment je le redis, ce collectif, des exemples. Bah là, je participe le mois prochain à un collectif qui s'appelle 100 000 entrepreneurs heureux, où justement, on va dans les écoles. Moi, je prône, donc je le redis. Il est bien ce collectif. Ça fait quelques années qu'on en parle. Ouais. Qui a lancé ça? Alors, je ne saurais pas te dire. Là, j'ai été sollicitée pour faire des interventions dans les écoles. Mais c'est mon point et c'est là-dessus que j'ai envie de finir. C'est que pour que les choses changent, donc j'ai parlé côté investisseur, mais il y a aussi côté amont. Et côté amont, pour que les choses changent, il faut aller dire aux filles, 1, qu'elles peuvent faire des maths, 2, qu'elles peuvent faire du code, et 3, qu'elles peuvent entreprendre. Et ça se fait très tôt. Ça se ferait dès le lycée. Je ne sais pas si tu connais les chiffres, mais les filles sont meilleures en maths jusqu'en 3e. À partir de la seconde, il y a une inversion et il y a une espèce d'autocensure qui se fait chez les filles à partir de la seconde en disant c'est pas fait pour moi. Et c'est ça qu'il faut changer en fait. Et c'est là où je suis optimiste, où que les choses évoluent. C'est pour ça que je suis ravie d'intervenir auprès de ces jeunes filles en disant mais arrêtez de croire que le code c'est pas pour vous. Le code c'est quelque chose qui forme l'esprit et qui est très puissant. Donc allez-y. C'est Philippe Ayat qui a fondé 100 000 entrepreneurs. D'accord. Qui est un entrepreneur récidiviste. Je suis tellement aligné. Moi, j'ai 2 petites meufs. Voilà. J'espère leur montrer. Et en plus, tu as des. Alors, il faut que l'entrepreneuriat commence tôt. Il faut pousser les femmes, les filles. Enfin, faut pas les pousser. Il faut gommer les inégalités. Absolument.
Et du coup, je vais citer une autre boîte 50 Partners, Magic Makers. Je ne sais pas si tu connais, et je t'invite à aller regarder pour tes filles. Cette mafia de 50 Partners. Alors, je ne l'ai toujours pas rencontré parce qu'il y a beaucoup d'entreprises quand même, start-up accompagnées. Mais moi, en fait, j'ai utilisé Magic Makers voilà, avant de rentrer. Mais tu peux le décrire peut-être. C'est en fait des cours de code à partir de CE2. Mes enfants ont commencé en CE2. Moi, j'ai une fille et 2 garçons. Ma fille a commencé, mon fils a suivi. CE2, c'est 7-8 ans, quoi, en gros. 7-8 ans, voilà. Et du coup, des cours, des stages pour apprendre à coder. Donc, tu commences en Scratch, etc. Ma fille a adoré, mon fils a adoré. Et c'est ça qu'il faut développer, en fait. Pour atterrir, raconte-moi la circularité dans 3 ans. Je ne te demande pas à 5 ou 10 parce que dans le digital, c'est impossible. Je pense que j'ai déjà donné des pistes. Pour moi, la circularité dans 3 ans, c'est, je le redis, le produit d'occasion qui est mis au même niveau que le produit neuf en ligne et en magasin. Tu arrives et en fait, tu auras un rayon occasion et ça sera tellement naturel que tu ne poseras même plus la question. Donc, la circularité, aspect aval, évidemment. Sur l'aspect amont que je maîtrise absolument pas, que je connais beaucoup moins, c'est tout évidemment, l'upcycling, la réutilisation, justement des anciens déchets, des produits qui finissent normalement à la benne pour refaire des nouveaux produits. Voilà, donc en amont, je connais moins, mais c'est un peu ce vers quoi on va et il faut aller. De toute façon, on n'a vraiment pas le choix. Et aval, c'est ce que je te décris, c'est les deux au même niveau. Mais dans le monde courant, dans le monde quotidien, au même niveau que les produits plus neufs. Enfin, exactement. Okay. Lucie, merci infiniment, c'était passionnant. Merci Laurent. Alors, on enregistre le 11 février, donc la plateforme Home Maison n'est pas encore en ligne, mais voilà. On s'est engagé du coup dans cet épisode qu'elle le soit le 25. Et tu dois me quitter justement pour donner le go de cette première plateforme. Voilà, comme ça tout le monde est au courant. Voilà. Merci infiniment Lucie. Merci Laurent. J'espère, chères auditrices et chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Belle journée, bonne soirée, bon week-end. Belle vie. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.